Il y a des milliers d'années, s'étendait ici une anse marine, le golfe des Pictons. Il en reste des traces étonnantes comme cette curiosité, l'île de la Dive. Avec ses falaises de 15 mètres de haut, elle domine des terres gagnées sur l'océan entre le XIIIe et le XVIIe siècle, à l'image des polders de Hollande. Aux commandes de cette ULM, Francis Leroy, un pilote amoureux de la côte, a mis le cap sur un des plus beaux sites de la région. Il emmène Éric Chaumillon. Pour la première fois, ce géologue va découvrir, vu du ciel, un phénomène rarissime qu'il étudie depuis 10 ans, la pointe d'Arcet. Alors là, c'est vraiment magnifique, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon scientifique une flèche sableuse. Et cette flèche est particulière parce qu'elle est construite par une série de crochons qui se recourbent. Et c'est ça qui lui donne cet aspect très esthétique. Il y a 400 ans, cette longue bande de sable n'existait pas. Elle est née au XVIIe siècle et depuis, elle ne cesse de s'étendre. Ces bancs de sable en forme de crochet sont les traces de cette extraordinaire croissance. Aujourd'hui, la pointe d'Arcet mesure 6 km de long. Elle avance de combien de mètres à peu près par an? En moyenne, elle avance de 20 mètres par an. Et en surface, c'est l'équivalent de 2 terrains de foot qui sont gagnés sur l'océan chaque année. Il n'existe qu'une trentaine de flèches sableuses comme celle-ci dans le monde. La pointe d'Arcet est bordée du côté droit par une rivière et du côté gauche par une large baie océanique, le Pertuis breton. Et il faut savoir que le sable qui est transporté par les vagues migre du nord vers le sud le long de la côte française. Et donc le Pertuis breton agit véritablement comme un piège à sédiments. Donc jour après jour, ce sable va contribuer à l'allongement de cette pointe. Donc à un rythme tout à fait extraordinaire. C'est vraiment très beau, vraiment magnifique. C'est un des plus bels endroits de la côte atlantique à survoler. Vraiment, elle a une forme majestueuse, élégante. À la base de la pointe d'Arcet s'étend une des dernières lagunes naturelles du littoral atlantique. C'est la réserve de la Belle Henriette. Une zone fragile de 5 km située entre la forêt et la plage. Ici s'épanouissent une flore et une faune remarquables. « 234 espèces d'oiseaux sont recensées dans la réserve. Mais l'une d'entre elles est particulièrement rare. C'est le gravelot à collier interrompu. Chaque année au printemps, ce petit oiseau arrive d'Islande et vient se reproduire ici, sur le haut de la plage de la Belle Henriette. Mais il doit partager son territoire, car la plage est fréquentée par les estivants et les sportifs. La réserve a été créée seulement en 2010. Les gardes doivent encore veiller chaque jour à la cohabitation entre les oiseaux et le public. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. Bonjour. Oui, bonjour. Sylvain Hinault, le conservateur de la réserve nationale. Bonjour. D'accord. De la case de la Belle Henriette. On vient vous voir parce que vous avez une zone en fait autorisée pour la pratique du kitesurf qui se trouve derrière le panneau là-bas. Et tout ce secteur-là, jusqu'à tout le reste de la réserve naturelle est interdit à la pratique du kite. Donc il faudrait que vous puissiez démarrer dans la zone qui est autorisée pour ça. Parce que là, vous cherchez à maintenir en place le cordon d'inaire et puis vous avez le gravelot à collier interrompu, c'est un limicole qui niche dans les petites dépressions en haut de plage là. Donc
On cherche à le protéger. Si vous voulez, d'ailleurs, on peut vous le montrer, si ça vous intéresse, Oui, pour le voir. Vous pouvez y aller, ouais. Ok. Ah, le nid est juste ici, là. Ah ouais. Ah ouais. Alors oui, c'est un nid qui est très rudimentaire. Hein. L'oiseau pose simplement ses 3 œufs dans une petite cavité de sable. Et ensuite, il va les laisser là et venir régulièrement les couver. Mais vous voyez, on est très près des plages. D'accord. Enfin, moi, je savais très bien justement que les gravelots allaient les nicher dans l'autre plage, mais j'étais incapable de reconnaître l'œuf en question. Ceci dit, avec nos ailes, on vient rarement en haut comme ça. C'est vrai, par contre, quand vous allez la lever, votre voile, elle va prendre de la hauteur et puis surtout, elle va venir au-dessus et venir déranger quand même les femelles qui vont quitter le nid. Vous voyez, là, on est en plein soleil. D'accord. Et des œufs qui ne sont pas couvés, qui restent en plein soleil longtemps, comme ça. C'est important d'y faire attention et on va effectivement changer tout de suite d'endroit pour respecter. Le gravelot à collier interrompu a complètement disparu d'Angleterre et de Scandinavie. Il est rare en France et la réserve de la Belle Henriette est un des derniers lieux de sa conservation. C'est un peu ce qu'on pensait, hein. C'est-à-dire effectivement c'est quelque chose de très impressionnant, très grand, volumineux, ça part bien en hauteur. Et puis on a quand même un impact visuel qui n'est pas négligeable avec l'ombre de l'aile sur toute la zone de nidification du gravelot. Donc je pense qu'on a bien fait de faire cette zone pour justement limiter cette activité dans cette partie de la réserve naturelle. L'un des kitesurfers est membre d'une association de sport et nature. L'autre est moniteur de glisse. En nouant des liens avec les différents gardes du parc, ils vont pouvoir devenir des ambassadeurs de la protection de la nature. Car ici, 100 000 oiseaux font escale chaque année sur toute la flèche sableuse. C'est pourquoi en 1951, la Pointe devient une des premières réserves intégrales en France. À l'exception de la plage, son accès est interdit au public. Quelques mois plus tard, c'est la période migratoire. Les gardes de la Pointe d'Arcet ont donné un rendez-vous exceptionnel à nos 2 sportifs. Ils ont un message à faire passer à tous les pratiquants de kitesurf. Ne pas s'approcher des bancs de sable où se posent les oiseaux migrateurs. Tant qu'ils restent dans le chenal, ça va? Oui. Mais si jamais ils font un petit... Bon, voilà, ce qui devait arriver arriva. Demandez dès l'instant où il s'approche, il sort du chenal où il s'approche, les oiseaux s'envolent, ouais. Les kitesurfers se sont approchés vraiment trop près du reposoir. Ce qui fait que la plupart des oiseaux d'eau qui étaient présents sont allés vers d'autres sites. Le souci, c'est qu'on est dans un coefficient de grande marée. Donc les zones où ils peuvent se mettre à marée haute, il n'y en a pas beaucoup. Donc ce genre d'événement ne devrait pas se reproduire trop souvent. Parce que c'est autant d'énergie dépensée pour les oiseaux qui ne pourra pas être utilisée ensuite dans leur trajet migratoire vers l'Afrique. Salut! Bonjour. C'est sur le banc de sable que les kitesurfers rejoignent les gardes pour une séance d'observation des oiseaux. Ah ouais, c'est plus clairsemé que tout à l'heure. Il y a deux. C'est fou, hein. Regarde là, ils sont tous là-bas. Là. Regarde les oiseaux qui volent. Là, à gauche. Là. Mais alors là, mais il y en a des centaines, là. Mais il y en a plutôt 2 ou 3 000. 2 ou 3 000, là? Oui. Même un peu plus exactement, il y en a 3 800. Enfin, s'ils sont tous là, il y en a 3 800. Ah. 3 800 barges à queue noire. La pointe d'Arcet et la pointe de l'Aiguillon, toutes proches, sont des étapes majeures pour ces petits échassiers venus de Sibérie ou d'Islande. Les barges à queue noire trouvent ici des reposoirs et de la nourriture en quantité pendant 6 mois de l'année. La pointe d'Arcet, c'est qu'un tout petit maillon dans une grande échelle migratoire. Et pour le coup, on essaye de faire au mieux, localement, pour protéger l'ensemble, finalement, du trajet de l'espèce. Et d'où l'importance de ne pas venir les déranger pendant qu'ils sont là. Voilà. Exactement, tu as tout compris. Voilà. Vous avez tout compris, les gars.
Nous sommes en septembre et bientôt la plupart de ces oiseaux prendront leur envol pour le Cap-Vert. Nous quittons les rivages de l'Atlantique pour nous enfoncer à l'intérieur des terres. Direction le bocage vendéen et ses nombreuses maisons nobles. Aux confins de la plaine et du marais se trouve une demeure typique des grands domaines de la Renaissance. Le logis de Chaligny est l'alliance d'un château et d'une ferme, organisée autour d'une grande cour intérieure. Il est entouré de jardins et de vergers qui permettaient la vie autarcique des grands seigneurs autrefois. Aujourd'hui, grâce à la passion de 2 hommes, c'est aussi un des jardins remarquables de Vendée. Il appartient à Alain Durand. Lorsqu'il a acquis le logis il y a 20 ans, les jardins avaient totalement disparu. Il faudrait quand même que j'arrive à reprendre tous les niveaux, là. Je ne l'ai pas fait encore, que je refasse. Les niveaux des hauteurs, tu sais, pour qu'il y ait une harmonie d'ensemble. Alain a tout réaménagé avec son ami Marc Bardot, l'ancien jardinier de l'Élysée. Aujourd'hui, ils doivent finir d'entretenir plus de 2 km de charmilles. Alain et Marc ont transformé ces 10 hectares de bois et jardins en un véritable paradis. J'avais un rêve que je voulais réaliser, je l'ai trouvé ici. Je cherchais en fait un chantier qui pourrait durer 30 ans. Et ça m'a beaucoup plu. Quand je voyais des lézards dans les murs, quand je voyais des murs effondrés, des toitures à refaire, tout ça m'enchantait. Et je me suis dit, voilà un endroit où je vais pouvoir m'exprimer, à la fois sur le bâti et sur le jardin. Alain a restauré ce logis de la Renaissance dans les règles de l'art. Pour redessiner les jardins comme à l'origine, il a retrouvé le tout premier cadastre réalisé sous Napoléon Ier. Le document a révélé les emplacements exacts d'un verger, d'un bois pour le chauffage et de différents potagers destinés à faire vivre 40 personnes. J'avais envie de réhabiliter une propriété et redorer un blason qui avait un petit peu disparu. Et surtout, pour moi, c'était très important qu'il y ait une véritable cohérence entre le bâti et l'environnement en passant par les jardins. En mémoire de cette époque, Alain et Marc font revivre une méthode très ancienne pour produire des pommes originales. On va retirer les sacs délicatement parce que là, c'est le moment crucial. Nous sommes en train de désensacher des pommes que nous avons empêchées de rougir au soleil. Et la technique, ça consiste sur une pomme verte qui va rougir donc à l'automne, c'est de mettre un pochoir dessus pour que la pomme puisse rougir par le soleil du matin, sauf sous le pochoir. J'ai appris ça par ma mère, parce qu'elle était arboricultrice fruitière, elle travaillait pour les épiceries fines. Et lorsque j'ai connu le domaine de Chaligny, je me suis dit, je vais ressusciter pour perdurer cette pratique. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça éveille effectivement les curiosités des gens qui voient les pommes une fois qu'elles sont imprimées. Le marquage sur fruits remonte au XIIe siècle. Mais en France, c'est Louis XIV qui le redécouvre. Il émerveille ses hôtes en leur offrant des fruits marqués à son effigie. Non, elles sont bien rouges, hein. Ouais. Un peu plus loin, les pommes préparées il y a quelques semaines par Alain et Marc sont déjà prêtes. On prend donc un instrument très fin, là, en l'occurrence une serpette, et on décolle très doucement. Il ne faut pas, surtout pas blesser l'épiderme. Voilà, voilà, voilà. Et on voit donc le dessin
sur la pomme, là en l'occurrence le dragon. C'est fabuleux, moi je trouve ça merveilleux. C'est vraiment extraordinaire. Ça me fait un plaisir intense parce que découvrir ça finalement dans un jardin que nous avons recréé de toutes pièces, c'est fabuleux. C'est vraiment gratifiant. Sa passion a poussé Alain à s'intéresser aux autres jardins de Vendée. À quelques kilomètres du logis de Chaligny, dans le petit village de Tiré, il va nous faire découvrir l'un des plus beaux jardins de la région. Premier jardin classé remarquable de Vendée, il est élaboré autour d'un immense miroir d'eau et d'une bâtisse du XVIIe siècle. Il appartient à une célébrité qui en prend soin depuis plus de 25 ans. D'un espace à l'autre, le jardin change d'ambiance. Il est composé de centaines de sculptures végétales taillées avec précision. Bonjour William. C'est l'œuvre de William Christie, célèbre chef d'orchestre franco-américain, spécialiste de musique baroque et ami de longue date d'Alain Durand. Ensemble, ils partagent la passion du jardin. En 1984, le chef d'orchestre tombe sous le charme de cette bâtisse abandonnée. Depuis, il l'a complètement transformée en réinventant tout l'espace autour du bâtiment. Je ne voulais absolument pas avoir un jardin établi. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'ai vu ô combien de propriétés où on vantait les arbres 3 fois centenaires, les jardins dessinés par monsieur machin chouette, grand paysagiste au 19e. Ça ne m'intéressait pas du tout. Je voulais créer quelque chose de toute pièce. Mélange de jardin à l'italienne et de jardin à la française, les espaces sont ici dominés par la géométrie et la symétrie. Les minéraux et les végétaux se complètent pour créer un paysage architectural unique. J'ai eu un véritable choc. C'est un jardin qui m'a vraiment frappé. Et frappé mon imagination et mon cœur, parce qu'un jardin, ça ne se fait pas comme ça. Ça repose sur énormément de techniques qu'il faut maîtriser, et puis surtout sur une grande imagination. Et je trouve que ce qui a été fait ici est vraiment extraordinaire. Dans ce théâtre de verdure, la grande maîtrise de la taille des végétaux a donné ces taupières monumentales. Ces immenses broderies végétales sont le fruit de 20 ans de travail. Ah bien, je vois qu'il y a une nouveauté là dans le théâtre. Il me semble qu'il y avait les cyprès derrière. Oui. C'est un jardin qui évolue. Et ça, absolument. Ça veut dire que par moment, il faut être un tout petit peu barbare, en tout cas un tout petit peu peut-être cruel même, en éliminant ce qu'on a planté soi-même. Oui. Et j'ai tout simplement décidé que les cyprès qui entouraient ce théâtre étouffaient un tout petit peu le taupière. C'est l'aboutissement d'un rêve. Je suis né avec 2 passions dans ma vie. L'une, la musique, et l'autre, le jardinage, le jardin. Et il y a des rapports entre musique et ce que je fais, évidemment. On peut penser à une courbe mélodique, on peut penser à des notes, en effet, qui s'enchaînent. Mais j'ai conçu cet espace comme un théâtre. Et un théâtre où on peut faire de la musique. Depuis peu, William Christie organise un festival de musique baroque dans ses jardins, chaque mois d'août, pendant plus d'1 semaine. À l'autre bout du jardin, le son de la rivière se mêle à celui des flûtes. Ce jardin est ouvert au public pendant presque tout l'été.
Oui. Ce jardin, j'ai créé pour donner plaisir à moi et aux autres. Je voudrais, par le biais de ce festival, stimuler une future génération d'instrumentistes, de chanteurs, de musiciens à suivre et de peut-être aussi d'imaginer qu'ils puissent avoir autant de plaisir que nous. C'est ça, en quelque sorte, pour moi, ma définition personnelle de la transmission. D'ailleurs, c'est un jardin qui est maintenant extrêmement connu et que les gens du monde entier viennent visiter. Vous savez, les gens font des déplacements de très loin pour venir en Vendée voir le jardin de William Christie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chacun peut y trouver quelque chose de gratifiant. Avec ce jardin conçu comme une œuvre d'art, William Christie rend hommage à la Vendée, devenue sa région de cœur. J'ai quitté les États-Unis il y a 40 ans, un peu plus. Je connais mieux les petits sentiers autour de cette maison que je connais les alentours de ma maison de naissance, dans l'État de New York. Et est-ce que je me sens vendéen? Oui. Ouais. Le dernier concert de la journée est donné à la tombée de la nuit sur le miroir d'eau. William Christie et son orchestre interprètent Didon et Aîné d'Henri Purcell. Dans les reflets du miroir d'eau, le sublime jardin du chef d'orchestre prend ce soir-là encore une autre dimension. Direction le nord du département, aux frontières de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Nous partons à la découverte d'une ville qui a connu une histoire étonnante. C'est Clisson. Nichée dans la vallée de la Sèvre nantaise, la ville fait partie des Marches de Bretagne. Elle défendait le territoire face au Poitou et à l'Anjou. Après la Révolution française, la ville et le château sont ravagés par les guerres de Vendée qui opposent les royalistes et les républicains. Lors de sa reconstruction, la ville change complètement de visage. Elle est rebâtie sur le modèle des cités toscanes. C'est l'œuvre de deux hommes, les frères Cacot, des Nantais qui rentrent à Clisson après des années passées à Rome. Ils sont rejoints par François-Frédéric Lemot, un ami rencontré en Italie. Tombé sous le charme de la ville, Lemot rachète en 1805 l'ancienne chasse des seigneurs de Clisson et la transforme. Dans ce domaine de 13 hectares, il fait bâtir une étonnante résidence à l'italienne et une douzaine de bâtiments décoratifs. On les appelle des fabriques. Aujourd'hui encore, l'équipe du domaine préserve le paysage tel que François-Frédéric Lemot l'a imaginé. Là, on est sur le temple de Vesta, où on a un amas rocheux sur lequel on dégage les fougères, puisque l'objectif, c'est de resituer la fabrique dans son écrin végétal. Cette fabrique est inspirée d'un temple qui existe à Tivoli, en Italie. Elle surplombe une cascade de pierres et de verdure que Lemot a créée de toutes pièces. En fait, les fabriques, au départ, ça vient tout simplement du lexique de la peinture. Les premiers peintres paysagistes du XVIIe dessinaient ou mettaient en place ou peignaient dans leur toile des éléments d'architecture pour rendre le paysage plus joli, plus idyllique quelque part. Et c'est ce que François-Frédéric Lemot fait ici dans son domaine. Il agrémente son parc de plusieurs fabriques. Dans ce décor pittoresque des bords de Sèvres, François-Frédéric Lemot ponctue le parc de statues antiques qui lui rappellent son séjour à Rome.
C'est ce que le mot souhaitait, quelque part, c'est que le visiteur se laisse aller à l'imaginaire, à la création, à la méditation. Et c'est ce qu'on essaie de conserver aujourd'hui. Et c'est ce que je ressens, moi, comme la plupart de nos visiteurs ici, quand on emprunte les allées, quoi. Au bout de l'une d'entre elles, Nathalie nous emmène dans la maison du jardinier. Le mot, quand il conçoit son domaine, il vit et travaille à Paris, donc il a besoin d'un jardinier sur place. Donc il va penser à lui créer une loge dans un style d'architecture tout à fait insolite pour l'époque, puisqu'on est ici typiquement dans de l'architecture rustique à l'italienne, c'est-à-dire une architecture qu'on retrouve en fait en Italie, autour de Rome, en Toscane. C'est l'architecture des campagnes, en fait, des maisons agricoles. Et donc elle se caractérise surtout par les piliers en briques, un appareillage décoratif. On a aussi des ouvertures rondes ou des ouvertures en plein cintre, cette forme de demi-cercle qui se repose sur des bases de colonnes. Donc là, c'est vraiment typique de cette architecture. Et c'est le cas aussi de cette partie-là qui était plutôt la partie grange, en fait, où on retrouve ces ouvertures donc en plein cintre et puis ces ouvertures sous comble qui font vraiment partie de l'architecture à l'italienne. Mais la perle du domaine, c'est cette sublime villa de style néo-palladien avec sa grande colonnade de pierre en hémicycle. À son sommet, la bâtisse est surplombée d'un belvédère. Il permet une superbe vue sur le château de Clisson, situé de l'autre côté de la vallée de la Sèvre. Pour faire un vrai parc à l'italienne, il lui manquait une ruine antique. Et nous, ici, on n'a pas de ruine antique. Par contre, en face de chez lui, il y avait les ruines du château. Donc il a acheté le château de Clisson, il a transformé ce château comme une fabrique, comme un élément de son paysage, et il l'a d'ailleurs végétalisé. On aperçoit le pin parasol au niveau des cimes, il y a des tilleuls, il y avait des charmilles. Voilà, cette vue qu'il a ouverte avec cette autre fabrique qu'on appelle, nous, le Temple de l'Amitié, dans lequel François-Frédéric Lemot est inhumé. Donc voilà, il repose maintenant pour la postérité en face de son domaine. Quand la ville est reconstruite, c'est une véritable fièvre italienne qui envahit Clisson et lui donne son cachet. Ici, le campanile domine les petites maisons, presque toutes décorées de briques. Partout dans la région, les riches propriétaires imaginent de vastes demeures à l'italienne. Sur les hauteurs de la ville, voici le château de l'Oiselinière. Édifiée entre 1822 et 1835, la grande bâtisse au toit de tuiles rouges ferme une cour carrée entourée de dépendances datant du XIVe siècle. Elle est aujourd'hui le sujet d'étude d'une femme qui a retrouvé ici l'Italie de son enfance. Donc c'est vrai que moi, pour mes archives, ça devrait être parfait. Voilà. Dalmatia Minardi-Bernat est franco-italienne. Amoureuse de la région, elle est devenue guide et spécialiste de cette petite Toscane du pays nantais. Ce matin, Isabelle Verdier lui ouvre les portes de sa maison. Tout est italianisant sur cette façade, que ce soit les baies en plein cintre que vous avez à chaque fenêtre. Les baies en plein cintre, ce sont ces petites fenêtres en arrondi. Que vous ayez aussi ces bandeaux sur les 3 niveaux. Et puis la génoise, qui est cette décoration sous le toit, faite de briques ou de tuiles, qui viennent rajouter encore à l'italianité et au répertoire italianisant de la Clisson. Et puis, c'est vrai qu'il y a des superbes cheminées. Vous en avez dans le sud de la lagune de Venise. Ouais, mais je les aime bien, on dirait des petites maisons à chaque fois. Le joyau du château se trouve à l'extérieur, près de l'orangerie. C'est la galerie des illustres qui s'étend sur près d'une dizaine de mètres. Ces illustres, ce sont des personnages qui ont marqué soit l'histoire de France, soit l'histoire de Clisson. À commencer par Olivier de Clisson, sur notre gauche. Olivier de Clisson, connétable de France. Puis nous avons Condé, Duquesne, Jean Bart, Bayard, Du Guesclin. Ce ne sont que des personnages qui ont œuvré pour la construction de la France. La visite se termine avec une curiosité inattendue à l'arrière du château, tout au fond du jardin.
Là, montez un petit peu ici, voilà. Voilà, et regardez face à vous. Ah, c'est super. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ah, c'est très très beau. Ouais. Le château, le clocher campanile. Ils ont dû penser que ce serait une superbe idée de faire cette trouée dans la végétation. Quand on va se balader en Toscane ou en Ombrie, on retrouve sur des petites collines comme ceci des châteaux, des campaniles, toujours ces tours carrées. C'est vraiment un voyage en Italie. L'oiseau-linière n'est pas la seule splendeur des environs de Clisson. Au cœur d'un domaine de 40 hectares, voici le château de la Noé-Belair. Classé monument historique, il est édifié sur les ruines d'une ancienne maison noble rasée à la Révolution française. Il s'inspire des villas dessinées par l'italien Andrea Palladio dans la campagne vénitienne au XVIe siècle. Une magnifique loggia abrite une imposante colonnade en tuffeau, une pierre du Val-de-Loire. Le château s'élève à côté des dépendances et d'une orangerie bâtie sur le modèle des fermes toscanes. Dans la loggia, la muse de la danse et la muse de la musique se font face à chaque extrémité. Exposée au nord-ouest pour profiter de la fraîcheur les après-midi d'été, elle offre un panorama sur le jardin. Nous voici devant l'orangerie du château. Elle est magnifique. C'est la famille de Jean de Malétroit qui a fait construire toute la propriété. L'orangerie reprend là encore les grands classiques de l'architecture toscane. Avec un détail en plus, ses claustras de briques arrondies. C'est un balcon là-haut? Non, 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 non. Ce que vous voyez, c'est une corniche extérieure. Le toit est zinc et ardoise. On ne peut pas mener à fond l'italianisme, étant donné que la pluviosité du pays nantais ne le permet pas. La pluie est évacuée grâce à ce toit à 4 pentes, caché par la corniche. Un système ingénieux pour adapter l'architecture méditerranéenne au climat océanique. Nous quittons Clisson pour découvrir le fleuve mythique de la région. Longue de plus de 1000 km, la Loire offre des paysages sauvages à couper le souffle. Pour les découvrir, une piste cyclable de 800 km longe le fleuve. Cet itinéraire hors norme débute ici, dans l'embouchure du fleuve, au pied du pont de Saint-Nazaire. Cet ouvrage de plus de 3 km de long relie la rive urbaine à la rive sauvage. Au nord, le port de Saint-Nazaire. Au sud, Saint-Brévin-les-Pins et ses célèbres pêcheries au carrelet, construites en enfilade. Voilà, donc là on arrive sur les pêcheries de Saint-Brévin dans l'estuaire. Étienne Le Borgne est un des artisans de cette route à vélo. Toute l'année, il la sillonne pour écrire des guides spécialisés. Aujourd'hui, il emmène une amie découvrir une pêcherie au carrelet. Ils ont rendez-vous avec le propriétaire, Steve Boulet. Il faut que je la tienne parce que je pense à lui revenir. On essaye de lubrifier à peu près les éléments en rotation régulièrement parce qu'avec l'air salin, ça va avoir tendance à gripper. Hein, et lorsqu'on va pêcher, ça risque de faire du bruit ou alors la corde va s'user sur la poulie. Ce qu'il faut, c'est enlever la goupille, surtout pas qu'elle m'échappe parce que sinon, on est foutu pour pêcher après. On aime bien comment entretenir nos pêcheries. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu plus facile à la maison de le faire qu'ici. Mais là, on n'a pas trop le choix, quoi.
Les pêcheries au carrelet sont apparues au XVIIIe siècle pour apporter une ressource supplémentaire aux pêcheurs. Il en existe plus d'une cinquantaine sur l'estuaire de la Loire. Enfin, j'adore les pêcheries. Je suis un fan de pêcherie. À comparer, je préfère plus les entretenir que de venir à la pêche. Donc c'est vraiment ce site qui est superbe, hein, sur la Loire. Après, ce qui me plaît, c'est cet endroit convivial où on va venir passer un bon moment, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend beaucoup de plis, des petites solettes, des petits bars. Donc on rejette, hein, qu'on n'a pas le droit de prendre. Ouais. Mais sur l'estuaire, c'est vraiment la nurserie pour le poisson. D'accord. C'est pour ça qu'il y en a autant. Et cette année, il y a vraiment plus de bars que les années auparavant. On en a beaucoup. Donc la technique est assez facile, hein. On va descendre le filet, on va le laisser reposer sur la vase, on va attendre que le poisson passe et au petit bonheur la chance, on va remonter le filet. Il y a du poisson, tant mieux, il n'y a pas de poisson, on recommence. Ah bah ça y est, là, Ah yeah, la bonne prise là. Ah ça c'est super. Une belle plie, une très grosse plie là qui fait bien 35 cm et puis un gros mulet de 1,5 kg. 1 kg, 1,5 kg. Tu dois nous porter chance, hein. Voilà, ça fait plaisir, super. Donc notre ami le mulet. Voilà. Ouais, de plus d'1 kilo là, c'est facile. Et la plie qui est pas si vilaine que ça. Ah oui. Comme on dit des fois, nous les pêcheurs, c'est une plie qui couvre l'assiette, ça c'est vraiment la super belle plie. Aujourd'hui, la construction d'une pêcherie ne peut se faire que sur l'emplacement d'une ancienne, comme celle de Steve. Et il a pensé à tout. On fait des trous dans les murs en fait, pour pouvoir passer le manche. Hein, donc en l'occurrence, là, il y a 2 trous. Donc soit on choisit le trou du bas quand on pêche, ou lorsqu'on a des gens, sinon on met le trou du haut. Comme ça, on arrive à passer par en dessous sans se buter la tête. Là, tu as un trou là-haut, là, et tu ramènes ton poisson. Et là, c'est marrant, tu vois, on vient de prendre un éperlan. Et la particularité de l'éperlan, c'est qu'il sent le concombre, en fait. C'est un truc de fou. Hop. Tiens, regarde ça. Wow. Ah, c'est hallucinant. C'est un concombre, hein. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est dingue. Ah, c'est affolant. Incroyable. Ça sent le concombre. Ça sent le concombre à bloc. La promenade à vélo se poursuit à Paimboeuf. Comme le voulait la tradition autrefois, les marins pêcheurs peignaient leurs maisons de la même couleur que leurs bateaux. Au XVIIe siècle, Paimboeuf est l'un des principaux avant-ports de Nantes et possède le seul phare de la Loire. Au fil du temps, la ville s'est entièrement tournée vers les échanges maritimes. Un commerce prospère dont témoignent les anciennes maisons d'armateurs. « 70 km plus loin, les rangs de vignes dominent le fleuve. Moi, j'aime cet endroit parce que on est autre part. On rêve un peu. D'abord, on surplombe la Loire. Et ça, c'est pas souvent qu'on est aussi près de la Loire en la surplombant comme ça. Je suis vraiment contente de découvrir cette Loire avec les lumières de Loire dont j'ai toujours entendu parler. Et la brume, là, le rayon de soleil qui tombe, c'est vraiment magnifique. Avec ces vignes qui descendent, c'est assez magique, ouais. Étienne a rendez-vous avec Anna Timon. Dans sa famille, on fait du vin depuis 1635.
Aujourd'hui, c'est le premier jour des vendanges et ici, on récolte le raisin à la main. Merci. C'est important de vendanger à la main. Là, on est sur une jeune vigne. Donc, c'est plus fragile, une jeune vigne. Donc, à la main, on vendange un peu plus en douceur. Alors, voilà, je cueille. Après, il faut... on vérifie si on n'en a pas laissé. Ceux qui étaient derrière moi, il faut aussi bien les prendre. Et puis, bien sûr, faire attention à ne pas laisser les feuilles dans les baquets, puisque, bien sûr, c'est pas avec les feuilles qu'on fait, du raisin, du vin. Oui. Moi, je le mange goulûment. Il est vraiment sucré. Il est super sucré. Il est... c'est agréable. Super bon. Et est-ce que le fait que la vigne soit en pente, ça joue sur la qualité du raisin? Oui, parce que le fait d'être en coteaux, ce sont des coteaux orientés plein sud, sud-sud-ouest, plus il est sous le soleil et plus il va mûrir. Et puis le fait aussi d'être sur les coteaux, on est en hauteur, on est dans le vent. Et voilà, et le vent, là on s'en rend compte, donc va permettre que les grappes et les feuilles ne macèrent jamais dans l'humidité. Donc c'est vrai que les bons terroirs vignes sont toujours en hauteur et dans le vent. Je vais ramener un coup. Le lendemain, nous retrouvons Étienne. Il est accompagné de Claudie et Michel, un couple d'amis. Ils prennent la direction d'un ancien village de pêcheurs très prisé des Nantais. Donc là, on arrive sur Trente-Mous, petit village à côté de Nantes. Super. Le petit village a gardé tout son caractère architectural d'autrefois. Trente-Mous, jusqu'à assez récemment, il y avait encore les crues de la Loire qui débordaient dans tout le quartier. D'accord. Et donc les gens, pour s'abriter, on verra, il y a d'autres maisons où il y a toujours ces escaliers qui vont au premier étage et toujours sur 3 étages. Le rez-de-chaussée inondable était occupé par le cellier. L'espace habitation se situait au premier niveau et le dernier étage était réservé au grenier. Tout en haut, la poulie servait à monter le bois de chauffage. Au XIXe siècle, les quais ont été aménagés pour diminuer les dégâts causés par les crues dans le village. La dernière grande inondation date de 1935. La promenade se poursuit le long du canal de la Martinière. Il a vu le jour à la fin du XIXe siècle et a permis une activité de commerce maritime intense jusqu'à la Première Guerre mondiale, à des endroits où le fleuve était impraticable. Un peu plus loin, sur les rives du Pèlerin, le bac de Loire nous transporte au Paradis, le nom du lieu-dit de l'autre côté du fleuve. Le bac est aujourd'hui une institution, mais il a failli disparaître. Il a été sauvé par les riverains. S'il n'y avait plus de bac, alors c'était catastrophique parce qu'il y avait un pont à Saint-Nazaire et un pont à Nantes et entre, il n'y avait rien. Donc on avait la seule alternative pour nous, c'était le bac. Si on nous supprimait le bac, on n'avait rien. C'est-à-dire qu'on se rallongeait pour aller travailler, par exemple. On va le dire en minutes ou en heures, c'était 2h30. Alors qu'on partait d'ici et on voulait aller là. Pour passer d'une rive à l'autre, le bac ne met que 5 minutes et assure des rotations tout au long de la journée.
première pour moi, j'avais jamais pris le bac de Loire. Mais franchement, je trouve ça super agréable. Je suis un peu dépaysée alors que c'est à 10 minutes de chez moi en fait. C'est sympa. Étienne et ses amis empruntent maintenant la levée de la Divate. Une digue des bords de Loire qui s'étend sur une quinzaine de kilomètres. Construite au XIXe siècle, elle supporte une piste cyclable entièrement restaurée. Ici, c'est une Loire qui débute un aspect sauvage. Une Loire sauvage, une Loire calme, une Loire... Donc pas très loin d'ici, on va vraiment rentrer dans la Loire que les gens connaissent pas forcément beaucoup, hein, et qui est vraiment naturelle, sauvage, où il y a des gens aussi qui vivent et puis qui font vivre la Loire, et où on a vraiment un côté très intime de la Loire. Ici, plus d'une quarantaine d'îles jalonnent le fleuve. Les bancs de sable boisés de saules ou de peupliers se multiplient. Ces terres émergées forment des espaces remarquables inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Étienne, Claudie et Michel se dirigent vers les îles Sauvages. Ils sont accompagnés de Claude Janin, pêcheur de Loire, de père en fils. Il connaît le fleuve comme personne. Alors là, on est dans le bras de la Sauterelle. C'est un faux bras de la Loire, non navigable. Et on est sur l'île Arwis, ici. Et donc, c'est une île... c'est une vraie île de Loire. Là, il y a le bras principal qui se trouve de l'autre côté et ce bras mort qui est de ce côté-ci. C'est sauvage, ouais. Ça reste encore des milieux préservés. Il n'y a pas grand monde à venir par ici. Ah, par contre, là, il y a du sable. Ah ouais, ça, c'est du vrai sable de Loire. Ça, c'est un sable qui a servi à construire pas mal de choses dans la région, qui servait beaucoup pour les enduits, un sable très prisé par les maçons, et qui a servi aussi à faire de la culture. La vallée maraîchère, ils cultivaient tout ce qui est poireaux, mâches, tout ça, sur ce genre de sable. Ici, la végétation est luxuriante. Plus loin, des peupliers sortis de terre offrent un spectacle étonnant. Ils sont vivants malgré leurs racines à nu. Alors, il y a une dizaine d'années, il y avait de la terre à peu près jusque par là. Et le fleuve a tout déchaussé l'arbre et puis il s'est adapté à ces nouvelles conditions. Claude, en fait, c'est la crue qui a fait ça C'est le courant, les tempêtes, la marée qui a fait que déchausser tout. La terre avant venait jusque, tu vois le niveau de la terre, là, oui. Il arrivait jusque de l'autre côté des arbres. Là. On a perdu à peu près une 15 à 20 mètres d'île qui a disparu. Qui est parti au fil de l'eau. Une bande de 15 à 20 mètres. Ouais. D'accord. Ce paysage des bords de Loire s'apparente aux mangroves des pays tropicaux. En remontant la Loire, le paysage change progressivement. Sur la rive nord, ces falaises ont été le théâtre d'une histoire singulière sous François Ier. Dans la première arche la plus haute, dans l'ouvrage d'art qui tient la roche pour éviter les chutes de pierre sur la voie de chemin de fer, on aperçoit une grotte.
c'est la grotte des faux monnayeurs. C'est les frères de Malétroit, seigneur Doudon, qui avaient organisé un trafic de fausses pièces d'or. Et les gens du moulin en face, voyant des torches s'agiter la nuit, les ont dénoncés aux gendarmes. Ils ont été décapités en 1526 exactement. Un peu plus loin, un autre témoignage de l'histoire de la Loire. Ces épis placés dans le lit du fleuve font partie intégrante du paysage. Les plus anciens sont parfois renforcés par des pieux en bois. Alors là, on est sur les vestiges d'un épi. C'est quoi un épi? C'est donc un amas de... Enfin, c'est des anciens qui avaient fait ça. Ça avait deux fonctions. C'est que ça permettait au courant de dévier dans le milieu de l'eau, ce qui faisait un autodragage du fleuve. Ça permettait de protéger les berges. Et derrière, ça faisait une retenue d'eau. Donc il y avait toute une vie marine qui se développait. Mais au fil du temps, ces ouvrages ont été abandonnés. Ils provoquaient une érosion excessive du lit du fleuve. Là, on est vraiment coupé du monde. Et sur cette île sauvage, Claude va leur montrer son petit coin de paradis. Alors là, on se trouve dans un de mes endroits préférés, si ce n'est l'endroit préféré. Au calme, rien, personne, à 15 km d'une agglomération de 500 000 personnes, pas un bruit, juste des arbres, de la nature, deux, trois oiseaux, puis voilà. Sympathique. Ah, très sympathique. Il n'y a pas un bruit. Génial. Ouais, sur un bras de Loire au calme. Là, vraiment, on y est. Hein. C'est la Loire, ça. Il n'y a jamais personne qui vient dans cet endroit-là. Je suis seul à me balader de temps en temps avec 1 ou 2 sangliers qui passent régulièrement. Les seules traces de pas, c'est les miennes. Là, c'est tranquille, c'est vraiment un dépaysement total.